Bienvenue dans l'interview pan-européenne d'Arte réalisée avec 8 médias partenaires. Aujourd'hui, nous accueillons Philippe Aghion, économiste, professeur au Collège de France et co-lauréat du prix Nobel d'économie 2025. Tout de suite, son portrait. Philippe Aghion est né à Paris en 1956. Un père communiste, Raymond, et une mère styliste, Gaby, fondatrice de la maison Chloé. Ses études, ce sont d'abord les mathématiques. En France d'abord, puis aux États-Unis. En 1987, il obtient un doctorat en économie à Harvard. C'est dans ces années-là qu'il découvre les travaux de Schumpeter et sa théorie de la destruction créatrice. Il va la centrer autour de l'innovation. Il publie ses travaux en 1992. Social-démocrate comme il se définit, il a conseillé François Hollande et Emmanuel Macron. En 2024, il participe à la rédaction du rapport Draghi sur l'avenir de la compétitivité européenne. En 2025, il reçoit avec deux de ses pairs le prix Nobel d'économie décerné par la Banque de Suède pour leurs travaux sur l'impact de l'innovation sur la croissance économique. Bonjour Philippe Aghion. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Collège de France dans cette salle de l'Assemblée. À mes côtés, pour vous interviewer, Joëlle Meskens, qui est correspondante à Paris du quotidien belge Le Soir. Bonjour. Oui, et bonjour. Jacopo Zanchini, rédacteur en chef adjoint de l'hebdomadaire italien Internazionale. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2025 to Philippe Aghion, Collège de France, for having explained innovation-driven economic growth. Vos travaux avec Peter Howitt, qui vous valent ce prix Nobel, datent de 1992, les voici. Plus de 30 ans pour avoir un prix, c'est long, non? Alors en fait, notre prédécesseur, qui était Robert Solow, entre le moment où il a sorti son modèle, c'était 56, et le moment où il a eu son prix Nobel, il y a eu 31 ans également, puisqu'il l'a eu en 87 pour un papier sorti en 56. Donc à mon avis, il a dû commencer à y travailler en 53, 54. Donc c'est à peu près, voilà. Je ne dis pas que c'est forcément le temps qu'il faut compter, mais en général, ça prend bien 35 ans avant que, pour voir si un modèle s'impose ou pas, quoi, s'il a de l'impact ou s'il n'en a pas, quoi. Alors l'idée centrale, c'est celle de la croissance par la destruction créatrice. Oui. En quelques mots simples, comment est-ce que vous définiriez cette croissance par la destruction créatrice ? C'est-à-dire c'est un monde dans lequel la croissance est tirée par le fait qu'il y ait sans arrêt des nouveaux talents. Ça fait des entrepreneurs qui créent des entreprises, qui les développent. Et parce qu'ils innovent, parce qu'ils ont trouvé un meilleur produit, une meilleure façon de produire, et donc ça leur donne des rentes d'innovation, et ça leur permet de se développer. Et évidemment, le problème, c'est qu'une fois qu'ils se sont développés, qu'ils sont devenus des entreprises plus importantes, ils sont très tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouveaux entrants. Et l'État, quel rôle il doit avoir dans... L'État a un rôle à jouer dans la politique de concurrence, justement, pour faire en sorte que les entreprises en place ne puissent pas empêcher l'entrée de nouveaux innovants. Et là, c'est tout ce qui est politique de concurrence. Et puis l'État a un rôle à jouer pour aider les travailleurs, les employés, de se réallouer d'un job à un autre, parce que la destruction créatrice, c'est de la création de nouveaux emplois, mais c'est aussi des destructions d'emplois. Donc il faut gérer ça. Et donc, par exemple, les Danois ont inventé le système de flexi-sécurité, qui est que quand tu perds ton job, pendant 2 ans, tu as des indemnités chômage très généreuses et on t'aide à te former, à trouver un nouvel emploi. Et puis il y a la politique fiscale, évidemment, elle doit être intelligente. Je dois financer l'éducation, la santé, mais je dois en même temps avoir une fiscalité qui ne décourage pas l'innovation. 30 ans, 35 ans après, est-ce que votre théorie de la croissance par la destruction créatrice est encore valide finalement? Est-ce qu'elle Elle est plus valide que jamais. Elle s'est imposée. En fait, on a remplacé... ça fait un peu self-important, comme on dit en anglais, mais cette théorie, maintenant, est devenue la théorie dominante. Et elle s'est imposée. C'est devenu le paradigme dominant en croissance maintenant. Le rapport Draghi s'est basé sur nous. Le rapport de la Banque mondiale sur Middle Income Trap s'est basé sur nous. Enfin, c'est devenu maintenant l'approche dominante. We need to remove all the obstacles that stop us from embracing this transformation. Otherwise, we risk letting the wave of AI adoption pass us and jeopardize Europe's future.
Christine Lagarde a encore mis en garde, c'est pas la première, mise en garde contre les périls qui menacent l'Europe si on... Absolument. D'abord, il faut un marché pour l'innovation. Pour avoir des rentes d'innovation, il faut un marché. Or, le marché européen est segmenté. Nous n'avons pas vraiment un marché unique parce que chaque pays membre impose ses réglementations. C'est ce qu'on appelle le gold plating. Donc voilà, et ça fait aussi que ça limite la concurrence quelque part, malgré le fait qu'on ait une bonne commission de concurrence en Europe. Mais on a un marché segmenté. Par ailleurs, nous n'avons pas un bon écosystème financier de l'innovation. On n'a pas suffisamment de capital risque. Vous voyez, pour les start-up, il faut qu'ils aient du temps et il faut que l'échec soit toléré, l'échec à court terme. Il faut échouer pour réussir, pour innover vraiment. Il faut se donner la possibilité de l'échec. Nous n'avons pas ça en Europe. À part la Suède qui fait un petit peu d'investisseurs institutionnels, tout ce qui est capital risque, investissement institutionnel, est très sous-développé en Europe. Et nous n'avons pas les DARPA, les fameuses DARPA, Defense Advanced Project Agency, qui est une manière très moderne de faire de la politique industrielle. Tu décides qu'il y a des domaines où il y a des missions à accomplir. L'argent vient des ministères, tu as des chefs d'équipe qui sont des universitaires ou des industriels pour 3, 4, 5 ans, et ils suscitent des projets concurrents. Par exemple, pour mettre un homme dans l'espace dans les années 50 aux États-Unis, ou bien pour produire des vaccins ARN messagers en masse, en 1 an. Tout l'écosystème d'innovation est insuffisant en Europe. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle, tout va extrêmement vite. C'est pour ça qu'il est urgent de mettre ces mécanismes en place. La création peut aller plus vite que la destruction. Jamais. Alors il faut effectivement qu'il y ait l'encadrement, il faut qu'il y ait des gens qui puissent guider les personnes qui se forment, donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais la loi, elle, se fait très vite. Est-ce qu'on n'est pas déjà largement dépassé par les États-Unis et la Chine? Oui et non, parce que l'intelligence artificielle, ça repose surtout le modèle statistique et le machine learning, ça repose sur les données et la puissance de calcul. Nous, par exemple, on a d'excellentes données de santé. Donc, il y a d'autres domaines dans lesquels on a de très bonnes données. Si on a de très bonnes données, il suffit qu'on ait un peu plus de puissance de calcul, et ça, on peut le faire facilement. On peut avoir de l'IA spécialisée. Voilà, il y a Mistral, il y a d'autres fleurons, d'autres licornes de l'IA chez nous en Europe. L'Europe a tenté de limiter les pouvoirs des géants technologiques américains, mais semble désormais vouloir un peu assouplir les règles. Oui. Peut-on encore innover sans renoncer à des règles strictes contre la toute-puissance des entreprises privées? Non, alors il faut, évidemment, parce qu'on veut limiter, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le problème de la concurrence, c'est-à-dire qu'on veut empêcher qu'il y ait quelques gros qui dominent tout et qui découragent les nouveaux entrants. Ce qui s'est passé avec la vague des technologies de l'information, c'est qu'il y a eu l'émergence des GAFAM. Au début, ils ont poussé la croissance aux États-Unis, et ensuite, ils ont fait tellement de fusions-acquisitions, ils se sont étendus énormément, et ils ont fini par décourager l'innovation, l'entrée de nouveaux innovants. Et là, le problème, c'est qu'avec l'IA, quand vous regardez le cloud est dominé par Amazon, Google et Microsoft. Donc il faut évidemment qu'il y ait une politique de concurrence. Mais il faut des réglementations intelligentes. Trop de réglementations empêchent l'entrée, parce que les grosses entreprises en place s'adaptent aux réglementations. Il ne faut pas que ça devienne une barrière à l'entrée. Donc je suis pour réglementer, mais pas trop réglementer, parce qu'à ce moment-là, ça devient une barrière à la concurrence et à l'entrée de nouvelles entreprises. Mais comment faire quand on voit la concentration qui existe dans la tech aujourd'hui? Vous avez parlé des GAFAM, etc., elle est toujours là. Et ça ne bouge pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des politiques de concurrence qui s'adaptent. Donc aux États-Unis, il y a des gens qui proposent qu'on réforme la politique de concurrence pour les obliger à partager des données et permettre davantage l'entrée de nouveaux. Et en Europe, on doit avoir une politique de concurrence qui soit plus dynamique. C'est-à-dire, je ne regarde pas juste les parts de marché, je regarde également est-ce qu'une fusion-acquisition empêche l'innovation future. Et si c'est le cas, je n'autorise pas la fusion-acquisition. On voit bien aujourd'hui avec, avec Trump et l'alliance avec la tech que c'est très compliqué. Les anciens, ils résistent vraiment. Alors là, on a un problème aux États-Unis, qu'il y a une connivence entre les grosses entreprises et l'administration. Et c'est là qu'on va voir si est-ce que les médias, est-ce que la société civile américaine va pouvoir ou pas limiter cette connivence. Et donc ça, c'est un gros problème aux États-Unis. Ça peut leur poser problème. Et il faut éviter la même chose en Europe, effectivement. On sent malgré tout votre optimisme à propos de l'intelligence artificielle. Oui, elle a un potentiel formidable. Malgré tout, elle suscite encore des réticences. Comment les lever, ces réticences? Et d'autre part... Je suis optimiste parce que, si vous voulez, elle a un potentiel de croissance. Elle permet d'automatiser des tâches dans la production des biens et services et dans la production des idées. C'est-à-dire beaucoup plus facile d'avoir des idées avec l'IA. On peut recombiner les anciennes idées pour en créer de nouvelles beaucoup plus facilement avec l'IA. Donc l'IA va doper la croissance parce qu'elle elle augmente la productivité non seulement dans la production de biens et services, mais dans la production d'idées nouvelles. Ça devient plus facile d'avoir des idées nouvelles. Donc ça, c'est un potentiel de croissance formidable. Mais il faut une politique de concurrence adaptée. Vous voyez,
elle a un potentiel de création d'emplois énorme. Mais d'un autre côté, évidemment, il y a des jobs qui vont devenir redondants. Donc l'IA va détruire des emplois, mais va en créer beaucoup. Donc si vous voulez, la prospérité, c'est toujours le résultat joint de technologie et d'institutions. Je suis assez optimiste sur la technologie. Je suis moins optimiste sur notre capacité de mettre en place les institutions. À part les États-Unis, il y a aussi la Chine, c'est-à-dire oui, que absolument. comme puissance d'innovation, absolument. La Chine. Formidable, j'en reviens, c'est extraordinaire. C'est vibrant, la Chine. Donc l'Europe risque de se retrouver un peu absolument. au milieu. C'est le grand risque. On voit d'ailleurs dans les innovations de rupture, les États-Unis très forts, la Chine qui monte et l'Europe qui baisse. D'où l'urgence du rapport Draghi, quoi. Would you say that this is a do this or die moment for Europe? No, I don't think so. There's nothing. It's do this or it's a slow agony. L'urgence Draghi, c'est vraiment ce constat que l'Europe est en train de décliner par rapport et aux États-Unis et à la Chine. Parce qu'à la Chine, ils ont une politique industrielle. Ils ont une politique industrielle par l'innovation. Ils ont une politique très volontariste d'innovation et de politique industrielle. Mais ils ont aussi de la concurrence en Chine. Ils la font autrement. Ils ont, à leur manière, essayé de réconcilier concurrence et politique industrielle. C'est très intéressant ce que font les Chinois, avec leur système. Je ne dis pas qu'il faut qu'on fasse comme les Chinois. Mais alors que les Européens, au nom de la politique de concurrence, empêchaient toute politique industrielle. Et ça doit changer. La doctrine économique européenne doit changer. Mais justement, cette doctrine, vous y avez participé, en tout cas de ce fameux rapport Draghi de l'an dernier sur la compétitivité européenne. Il demande un investissement massif de 800 milliards d'euros par an. Comme vous y avez collaboré, est-ce que ça justifie l'innovation? Ces travaux justifient... Ça justifie, le marché unique, un vrai marché unique. 2, ça justifie un écosystème financier pour permettre à des entreprises de trouver des financements. Vous voyez, en France, on a beaucoup de start-up, elles partent aux États-Unis parce qu'il n'y a pas le capital risque et les investisseurs institutionnels chez nous. Et on a besoin d'une meilleure articulation entre l'université et l'industrie. Alors le problème, c'est que pour le moment, il n'y a que 10% du rapport Draghi qui a été mis en œuvre. Mais le problème, c'est qu'on n'arrivera pas à faire ça à 27. Moi, je crois beaucoup dans Coalition of the Willing. Un peu ce qui se passe pour l'Ukraine. Voilà, c'est-à-dire que des pays qui veulent faire se mettent ensemble. Par exemple, la France et l'Allemagne ont eu un sommet en septembre. Ils ont décidé qu'entre eux, ils allaient essayer de faire un marché unique pour le high-tech franco-allemand. Peut-être que l'Angleterre se joint à nous. D'ailleurs, moi, je pense que l'Angleterre a vocation à se joindre, même si elle n'est pas dans l'Union européenne. L'Angleterre a vocation à être dans la Coalition of the Willing. Starmer ne demande pas mieux. Je pense que dans les domaines comme la défense ou la santé ou la transition énergétique, les Anglais sont très bons. Donc, s'ils veulent nous joindre, ils se joignent à nous. Mais je ne crois pas du tout qu'on va faire ça à 27. Je pense que c'est Coalition of the Willing que la bonne approche. À propos de l'Allemagne, oui. Combien ça pèse la crise économique allemande sur la difficulté de l'Europe à innover? Oui, alors ça pèse. C'est évidemment qu'il y a un problème avec l'Allemagne, c'est qu'elle avait des débouchés en Chine, beaucoup, et c'est vrai que le protectionnisme américain n'est pas bon non plus. Mais je ne pense pas que l'Allemagne soit un frein au développement du reste. Je pense que le frein, c'est le fait que les pays ne veulent pas s'engager dans les politiques recommandées par Draghi ou par... Je pense que le frein vient de là. Au contraire, je pense que l'Allemagne, en ce moment, est davantage désireuse d'investir. Si vous deviez vous adresser aux jeunes européens, leur diriez-vous que l'Europe peut encore être une puissance innovante dans le monde de demain? Oui. Je pense qu'on a des potentialités énormes d'innovation en Europe. Je pense aussi qu'on peut tirer parti du fait que les Américains restreignent beaucoup leurs relations avec les Chinois. Je pense qu'on a un jeu intelligent à jouer avec la Chine. Il faut à la fois se protéger d'elle, mais collaborer avec elle. C'est compliqué de faire ça, hein. C'est ce qu'on appelle de la coopetition. On est concurrents, mais on doit coopérer dans certains domaines. L'Europe a beaucoup à offrir. Donc, et quand elle se réveille, ça donne quelque chose d'important. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en Europe, mais il faut qu'un certain nombre de pays prennent ça en main et décident d'avancer, quoi. Voilà. Le problème maintenant en Europe, moi je vais vous dire ce que c'est le danger populiste. C'est-à-dire que vous avez l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis et la France, on a des menaces de populisme dans ces 3 pays dans les 2 ans. Et c'est pour moi le grand danger, il est là. Je veux dire, c'est que voilà 3 pays qui vont être les piliers du redressement européen. Je ne sais pas quel gouvernement nous aurons dans 2 ans. Ça, c'est mon souci principal.
Ces populismes, justement, se nourrissent aussi des inégalités sociales qui se creusent. Comment est-ce Sur les inégalités, ils se nourrissent de plusieurs choses. Ils se nourrissent d'un sentiment d'abandon. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens qui se sentent abandonnés. Le système éducatif français s'est détérioré. L'école, aujourd'hui, en France, est moins un ascenseur social qu'elle l'était. Il faut qu'elle se ressaisisse. Il faut une grosse réforme scolaire pour que l'école remplisse sa promesse républicaine. La santé, il y avait la promesse d'être soigné n'importe où. Eh bien, on n'a pas les mêmes chances d'être soigné correctement si on est à Paris ou si on est en Lozère ou ailleurs. Vous voyez, je veux dire, donc ça, il faut traiter ça. Il y a une politique d'immigration à avoir intelligente. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire comme les Danois exactement, mais il faut une immigration choisie, avec des quotas comme au Canada, mais une immigration de travail. Donc ça, c'est un autre problème qu'il faut traiter. Donc ça, c'est des problèmes qui n'ont pas été traités, qui ont été laissés de côté. Alors, il y a des gens qui se sentent abandonnés. Ces gens qui se sentent abandonnés, eh bien, ils vont vers le populisme, d'accord ? Donc, voilà. Quant aux inégalités, vous savez, la France est quand même un des pays les plus redistributifs au monde. L'écart de revenus entre les 10% qui gagnent le plus et les 10% qui gagnent le moins, avant impôt, est de 1 à 18, et après impôt, est de 1 à 3. Donc, je veux dire, il y a quand même, on a un système quand même très redistributif. C'est vrai qu'il faut que les gens les plus fortunés payent leurs impôts. Justement, mais on voit quand même que ce débat sur la taxation des riches rebondit en France, rebondit dans d'autres pays d'Europe. Est-ce qu'il y a une autre forme, vous n'êtes pas favorable à la taxe Zuckman, est-ce qu'il y a une autre forme de taxation ? La taxe Zuckman, c'est très simple. Ouais. L'IA disparaît de la France. C'est très simple. Je fais la taxe Zuckman, la France se concentre sur les camemberts et ne produit pas d'IA. C'est très simple. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais très simplement, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce qu'il taxe l'outil de travail. Ouais. C'est-à-dire, je suis M. Arthur Munch, je crée Mistral, je suis valorisé à 12 milliards, mais je ne fais pas de cash flow, je ne fais pas de profit. La taxe Zuckman m'oblige à chercher des financiers ou à vendre des actions pour payer des impôts sur la base d'une valorisation. Elle est en ce moment à 12, mais il va y avoir un éclatement de la bulle IA, c'est évident qu'il y aura un éclatement de la bulle. Et alors, ça tombera de 12 milliards à peut-être 6 milliards, mais j'aurais payé des impôts sur 12 milliards, que je n'ai jamais générés. Donc, je ne pense pas que ce soit le bon moyen. Il faut épargner l'outil de travail. Je ne pense pas qu'il faut taxer l'innovation. Voilà. Il faut évidemment qu'il y ait l'impôt sur les sociétés, il faut l'impôt sur les revenus du capital, évidemment, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il faille taxer l'outil de travail en tant que tel et taxer des profits qui n'ont pas été générés. Je pense qu'il faut produire pour distribuer. Je suis un bon social-démocrate, je crois beaucoup dans la taxation progressive, je crois beaucoup qu'il faut que aussi les plus riches n'échappent pas à l'impôt et je crois énormément surtout dans la mobilité sociale. Pour moi, le gros problème, je dis toujours, mon problème, ce n'est pas les riches, le problème, c'est les pauvres. Moi, ce qui me révolte, c'est la pauvreté. C'est les gens qui, parce qu'ils viennent d'un milieu social défavorisé, ne peuvent pas arriver. Voilà, moi, mon obsession, c'est la pauvreté. Qu'est-ce qu'on fait ? On voit bien qu'il y a une demande de justice fiscale permanente, et pas qu'en France. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est la mise à plat des niches. Voilà, je crois qu'il faut effectivement, ça oui, il y a des gens qui, avec une optimisation fiscale excessive, échappent. Ça, il faut traiter ce problème, je suis d'accord. Mais je ne veux pas m'attaquer à l'innovation. Parce que si je m'attaque à l'innovation, je me tire une balle dans le pied et je réduis le gâteau à partager. Vous comprenez ? Je ne veux pas réduire la taille du gâteau. Mais tout ce modèle de société que vous décrivez, il faut le financer. Aujourd'hui, on voit la dette atteint des sommets dans bien de nos pays. Comment résorber ce problème de dette et financer nos budgets ? Je vais vous dire, à long terme, comment la France peut résorber son problème d'endettement ? Le problème de la France, c'est que nous avons un PIB par tête trop faible. Pourquoi on a un PIB trop faible ? D'abord parce que le taux d'emploi est faible. Il y a trop peu d'emplois des juniors. Ça, c'est parce que le système de formation n'est pas adéquat. Il n'y a pas assez de formation technique en France, comme il y a en Suisse ou en Allemagne. Il faudrait beaucoup plus de formation technique. On n'a pas donc un bon système de formation. Il y a un sous-emploi des seniors parce que les entreprises utilisent de manière abusive les ruptures conventionnelles pour se débarrasser dès l'âge de 50 ans d'employés dont elles ne veulent pas. Et il faut faire une réforme des retraites, mais pas avec l'âge minimum 64 ans. Les Français n'en veulent pas. Les Français sont prêts pour la réforme à point, sans âge pivot. Deuxième source, c'est la productivité, ça c'est l'innovation. Et vous voyez, on voit bien ce qu'on peut faire avec un point. Et un point de croissance supplémentaire pour la France, c'est 15 milliards de plus. Donc vous voyez à quel point la croissance est importante. Et vous voyez à quel point il ne faut rien faire pour la décourager. On ne peut pas parler de destruction créatrice sans parler aussi d'environnement maintenant. Bien sûr. Nous avons l'Europe qui était à l'avant-garde avec le Green Deal sur ça. Elle est en train un peu de ralentir. Mais en même temps, la transition écologique peut être elle aussi une chance pour une nouvelle ère technologique européenne d'innovation. Absolument.
Mais le problème en Europe, c'est qu'on a eu une vision trop taxe carbone. On a trop privilégié la taxe. Il faut la carotte et le bâton. Je pense qu'il faut 2 leviers. Il faut la taxe carbone, parce que sinon les gens n'ont pas d'incitation à produire plus vert et à innover plus vert. Mais il faut également une politique industrielle verte. Et à nouveau, on a le problème qu'il n'y a pas de politique industrielle en Europe. L'innovation verte, c'est nos comportements qui doivent changer. Mais c'est aussi trouver des nouvelles sources d'énergie, la fusion nucléaire ou d'autres sources. C'est aussi produire avec moins d'énergie. Ça, c'est tout ce qui va ralentir le réchauffement climatique. Et puis, il y a les innovations qui vont nous aider à nous adapter au changement climatique. Je crois que l'innovation verte, c'est très important. Mais si vous ne faites que de la taxe carbone, vous avez les gilets jaunes. Voilà ce qui se passe. Parce que qu'est-ce qui c'est, les gilets jaunes? C'est qu'on a augmenté le prix du gazole. On a encouragé pendant des années les gens en France à vivre dans des grandes banlieues, mais le seul moyen de transport était la voiture, puisqu'on n'a pas du tout investi dans des systèmes de réseau express régional, dans les S-Bahn allemands, rien du tout, les tramways, rien du tout. Tout d'un coup, on leur augmente le prix du gazole, mais il n'y a pas la politique industrielle qui était là pour construire les alternatives. Vous voyez, il y avait le bâton et il n'y avait pas la carotte, vous comprenez? Et donc, ces gens-là se sont révoltés, ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Donc l'Europe, elle doit vraiment être très active en politique industrielle verte. Parce que les Chinois, ils font de la politique industrielle verte, les Américains en font, et nous, en Europe, on est en retard. Pour conclure, c'est le message que vous allez délivrer, pas vous, parce que vous êtes 3 récipiendaires du prix Nobel cette année. Ah oui, le message. Le fameux discours du banquet. Quel message vous voulez délivrer? C'est un message plutôt d'optimisme. Il y a des gens qui sont très pessimistes. Et nous, l'idée, c'est de dire qu'il y a de quoi être optimiste, mais c'est un optimiste raisonné. C'est-à-dire que c'est à nous de mettre en place les bonnes institutions pour tirer parti des révolutions technologiques qui, elles, ont un potentiel énorme. Mais une révolution technologique, c'est comme un cheval fougueux, où il vous amène dans le mur, où il vous amène à bon port. Et c'est vous qui devez guider le cheval. Et guider le cheval de l'IA, par exemple, c'est mettre les bonnes institutions. Moi, je me suis engagé dans l'économie, parce que j'étais militant politique. La pauvreté me révolte. Je veux qu'un enfant de n'importe quel milieu puisse arriver à avoir de la promesse. C'est ça que je veux. Et je veux une vie où les gens passent d'un emploi à un autre sans que ça soit vécu comme un drame. Voilà la société que je veux. Donc, on a les moyens de mettre en place cette société. Parce que l'IA va produire énormément de richesses. On a les moyens de le faire. Donc il faut simplement se donner les institutions nécessaires pour y arriver. Voilà. Merci beaucoup, Philippe Aghion. Merci. Merci. Merci.